Cet anime commence avec un groupe de politiciens sur une plage. Donc, le chef de ces politiciens qui est au téléphone. Il dit à l'homme qu'il a appelé que cela ne servirait à rien de l'appeler. Et que ce groupe de politiciens avait déjà trouvé un moyen de faire arrêter cet homme. Et même si l'homme appelé Park Mujin a dit qu'il pouvait payer ces politiciens corrompus pour ne pas gâcher son projet, ils n'y ont même pas prêté attention et ont répondu en disant qu'il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Mujin serait arrêté. Après avoir raccroché, ces hommes politiques se mettent à rire. Heureux, ils disent que leur plan visant à provoquer la chute de Park Mujin en tant que candidat au poste de Premier ministre a fonctionné. Mais soudain, plusieurs oiseaux commencent à s'enfuir et l'ambiance de la plage change complètement. Les gars paniquent jusqu'à ce que, sorti de nulle part, un étrange nuage apparaît et se dirige droit vers l'île où ils se trouvaient. La scène se coupe ensuite et on voit Park Mujin parler à sa secrétaire et disant que tout se passe selon vos plans. Non seulement cela, mais Park Mujin regarde un tableau rempli de dieux et dit qu'il devrait bientôt commencer un certain événement. On voit alors un hélicoptère se diriger vers cette île où se trouvaient les hommes politiques. Devant cette île, le pilote s'étonne de constater qu'elle a été écrasée avec la paume d'une main géante. La scène se coupe à nouveau et on voit un petit garçon seul au milieu de la rue. Puis, un vieil homme apparaît devant ce petit garçon et lui dit que ce n'est pas le moment de pleurer. Et maintenant, le petit garçon devrait étudier et trouver des amis pour être heureux. Cela dit, le vieil homme dit au revoir au petit garçon et s'en va. Ensuite, le protagoniste se réveille et on voit qu'il rêvait de son grand-père. Après son réveil, le protagoniste, appelé Jin Mori, regarde sur le côté et voit son réveil cassé. À cause de cela, Jin Mori panique et s'enfuit avec son vélo à une vitesse absurde, au point d'éliminer presque une dame. Pendant qu'il pédalait, il était montré qu'un championnat appelé Dieu du lycée allait commencer. Et cet événement, dans ce cas-ci, est un championnat d'arts martiaux mixtes pour tous les lycéens de Corée. Et Jin Mori est désespéré car il va participer à ce championnat. Pour aggraver les choses, notre protagoniste a oublié de boire du café et a donc eu faim. Sorti de nulle part, Jin Mori est presque écrasé par un motard fou. Et quand il a vu que ce motard avait volé le sac à main d'une vieille dame qui pleurait par terre, Jin Mori commence déjà à créer dans son esprit une histoire folle sur tout ce que cette vieille dame a vécu. Alors Jin Mori commence à poursuivre ce voleur dans toute la ville. Et Jin Mori est tellement concentré sur le motard qu'il a fini par écraser une fille à lunettes. Et voyant que ses lunettes étaient détruites, la fille enragée a lancé une épée en bois sur le vélo de notre protagoniste et l'a renversé. Après avoir fait cela, la fille s'est préparée à battre Jin Mori. Mais quand elle entend la fausse histoire que le gars a inventée, elle se met à pleurer. Alors les deux font d'équipe et commencent à chasser le voleur. Juste au moment où la fille à l'épée sautait et était sur le point d'attaquer le bandit, elle a fini par se cogner le visage contre une plaque métallique. Voyant cela se produire, le bandit crut avoir enfin réussi à s'enfuir. Cependant, sorti de nulle part, le criminel a reçu un coup de poing qu'il a envoyé voler. Et en voyant ce coup de poing appliqué, Swordsman et Jin Mori furent impressionnés par la force du gars qui a frappé le voleur. Un peu plus tard, on voit le présentateur de God of X School dire que l'heure du début du tournoi est arrivée. Ensuite, la scène se coupe et on voit dans le vestiaire qu'Espadachin et le Puncher sont aussi des participants à ce championnat. De cette façon, le gars avec le coup de poing se présente comme Andaiwi, un nom difficile que je m'excuse d'avoir mal prononcé. L'épéiste se présente comme Yoko Omira. De l'autre côté de l'écran, on voit que cet événement organise des qualifications dans toute la Corée pour sélectionner ceux qui participeront au véritable dieu de X-School. Et pour que tout le monde puisse l'entendre, le présentateur révèle que celui qui remportera le dieu de X-School verra tous ses souhaits exaucés, quels qu'ils soient. Cela dit, le présentateur a présenté tous les participants et même si c'était généralement bon, Jin Mori n'avait plus faim. Ensuite, le présentateur montre les bracelets que possédaient tous les combattants. Et en gros, ces bracelets ont un système de HP et de niveau. Non seulement cela, mais ce bracelet dispose également d'une technologie qui peut guérir toutes les blessures des combattants. Bref, ils peuvent se faire frapper de toute leur force sans s'inquiéter. Après avoir raconté tout cela, le présentateur dit que les gars pourraient commencer le combat immédiatement. En ce moment, personne ne comprend rien. Mais en réalisant qu'il s'agissait fondamentalement d'une bataille royale pour éliminer les faibles, tout le monde a commencé à se battre là-bas. Et évidemment, notre trio de protagonistes bat un tas de figurants. Cependant, à ce moment-là, un autre participant apparaît. Et même si ses bras sont piégés et que ses PV sont réduits de 20% en raison de son apparition pendant la bataille, ce type est déjà en train de battre un tas d'aléatoires en un rien de temps. Alors, Mira décide d'aller le combattre et même s'il est assez fort pour porter un coup à Mansok, Mira ne lui fait même pas de dégâts et à ce moment-là, Jin Mori tire sur le pantalon de Mansok et récupère l'épée que le gars avait volée dans sa lunette. En réponse, Mansok donne un coup de pied qui fait s'envoler Jin Mori. Cependant, en regardant sa jambe, Mansok remarque qu'au moment du coup de pied, Jin Mori ont réussi à réagir et à lui porter un coup. Voyant la force de Mansok, Jin Mori s'excite et appelle le gars pour un X insincère. De toute évidence, Mansok accepte le défi et de cette façon, les deux sont prêts à se lancer dans une séance de coups sans fin. Ensuite, la scène se coupe et on voit que le gouvernement est sous le choc avec les images de l'île écrasée par une main géante. À ce moment, une alarme annonçant que quelqu'un a envahi la base secrète se met à sonner. Et même avec les gars importants qui tentent de s'échapper, Park Mujin apparaît et dit ensuite qu'il veut leur parler. Un moment après, on voit Mira marcher dans la rue. Quand sorti de nulle part, Jin Mori apparaît et dit qu'il n'arrivait pas à y croire jusqu'à maintenant. Et en revenant à cette partie du tournoi, il est montré que lorsque Jin Mori tombait dans le combat, la cible est allée là-bas et l'a tabassé, tout cela parce qu'il avait son épée. Lorsque Jin s'en souvient, Mori dit que la cible est essentiellement un gorille. Et en réponse, elle
elle le frappe à nouveau. Puis, comme Jin, Mori et Daiwi vivaient dans la même direction que Mira, ils décidèrent de rentrer chez eux ensemble. Curieux, Jin, Mori a demandé pourquoi Daiwi et Mira participaient au tournoi puisque le sien était juste pour combattre des gens forts. En réponse, Daiwi dit qu'il voulait de l'argent. Mira dit que leur raison était très simple et sa motivation pour combattre dans ce tournoi était de pouvoir reconstruire le dojo de sa famille. Sorti de nulle part, Jin, Mori lui vole l'épée sans même qu'elle s'en aperçoive et dit que l'épée était déjà très utilisée. À ce moment-là, Mira tente à tout prix de récupérer son épée. Et à cause de cela, Jin, Mori finit par laisser tomber l'épée dans le lac voisin. Lorsqu'il vit les bêtises que Jin et Mori avaient faites, son objectif le frappa durement et dit au gars de s'écarter de son chemin. Et pendant que je cherchais l'épée seule, Mira se souvient un peu de son passé et de la façon dont elle avait abandonné la vie de fille normale pour se consacrer au dojo et trouver un digne héritier. À ce moment-là, Jin, Mori apparaît pour aider la jeune fille à chercher l'épée et reste là pour l'aider même si elle ne le veut pas. Sortie de nulle part, Mira s'est excusée auprès de notre protagoniste pour la gifle qu'elle lui a donnée et elle a expliqué que l'épée est le plus grand héritage que son défunt père lui a laissé. En réponse, Jin, Mori commence à s'efforcer de trouver cette épée le plus rapidement possible. Et pour aider, Daiwi allume une lampe de poche qu'il a reçue du travail. Peu de temps après, le tournoi recommence et cette fois, le présentateur révèle à tout le monde que les combats seraient en 1 contre 1. Déjà dans les vestiaires et avec tout le monde concentré pour le tournoi, nous voyons notre protagoniste faire une sieste paisible. Sorti de nulle part, Mansok apparaît et dit qu'il mettrait fin à sa course sur le champ. Cependant, un autre participant les interrompt et dit que les combats ne peuvent avoir lieu que sur le ring. Sorti de nulle part, Mansok essaie de donner un coup de pied à ce type. Et ce type n'a tout simplement pas pris ce coup de pied. Pour Jin, Mori l'a retenu à la dernière seconde. Ensuite, le présentateur démarre le tournoi et sans même transpirer, Jin, Mori et les 2 autres protagonistes remportent facilement la première étape. Après cela, Jin et Mori sont allés voir s'il affronterait Mansok à un moment donné du tournoi. D'après ce qu'il a vu, cela ne serait possible qu'en demi-finale. À ce moment, le combattant appelé Gando apparaît et remercie Jin de l'avoir sauvé du coup de pied de Mansok. D'où la façon dont ce type de Gando affronterait Mansok lors de la prochaine bataille. Au Jin, Mori lui demande d'être prudent et le prévient de la force de Mansok. En réponse, Gando a déclaré qu'il n'avait pas peur de ce Mansok. Non seulement cela, mais il ne baisserait jamais la tête devant un artiste martial indigne comme Mansok. Déjà sur le ring, Gando a ouvert la bouche et a dit qu'il ne le prendrait pas aussi facilement que Mansok. Non seulement cela, mais il a dit que si Mansok avait les bras liés, il le regretterait. Cela dit, la bataille de Gando contre Mansok commence. Et dans un premier temps, Gando bat Mansok au point de jeter le gars hors du ring. Cependant, après que Mansok ait relâché l'un des bras qui était lié, Gando a reçu une série de coups. Et après avoir battu le gars, Mansok a commencé à le tromper juste pour le forcer à demander pardon. Cependant, bien qu'il ait reçu coup après coup et qu'il ait failli s'évanouir, Gando répond qu'il ne demanderait jamais pardon à un déchet comme Mansok. Et ce n'est qu'après avoir entendu cela que Mansok lâcha son autre bras et commença à attaquer encore plus le Gando. À ce moment-là, Jin et Mori sont apparus de nulle part et ont donné un coup de pied à Mansok. Puis Jin, Mori lui ont donné un coup de pied encore plus fort. Et alors qu'il était sur le point de combattre Mansok, les commissaires du tournoi l'entourèrent. Ensuite, le présentateur lui a dit que Jin, Mori venait d'enfreindre une règle et qu'il devait retourner immédiatement à la loge. Cependant, de nulle part, une aura sombre fut émise par Mansok. Avec cette aura mystérieuse, Mansok la lance directement sur Jin, Mori, qui finit par être sauvé par une hôtesse de l'air. À ce moment-là, Mansok a attaqué les agents de bord. Cependant, Jin et Mori ont pris la tête de la bataille et ont utilisé un coup de pied spécial pour battre Mansok. Après avoir battu Mansok, Jin, Mori a été jeté au sol de nulle part. Et cela n'est arrivé que parce que Park Mujin venait d'arriver et utilisait une sorte de pouvoir pour éliminer Jin, Mori. Et après avoir éliminé Jin, Mori, le Mujin qui s'est présenté comme l'administrateur du tournoi, a déclaré que Jin, Mori avait commis une grave violation des règles et que par conséquent, lui et les commissaires annonceraient bientôt la punition de Jin, Mori. Lors d'une réunion au Parc Mujin avec les commissaires, on dit qu'après le combat, le Gando était complètement épuisé et ne pouvait donc plus se battre. Non seulement cela, mais Mansok était également complètement désemparé après avoir combattu Jin, Mori et donc il ne voulait pas se battre non plus. Et se demandant ce que ça faisait de perdre 2 combattants à la fois, les commissaires arrivent à la conclusion que tout était de la faute de Jin, Mori. Pour cette raison, les commissaires suggèrent d'éliminer Jin, Mori. Mais en voyant la forme de Jin, Mori et voyant qu'il est le petit-fils de l'homme nommé Tajin, Park Mujin est tout heureux. Ensuite, le tournoi recommence et dans le combat au but, elle fait face à une boxeuse très forte. Et après avoir désarmé le but, tout le monde commence à penser que la femme appelée Mison gagnerait. Cependant, en utilisant uniquement ses mains, la visée est capable de reproduire le style de ses épées et d'un coup perçant, elle remporte la bataille. Ensuite, Mujin est allé parler à Jin, Mori. Eh bien, Mujin dit que Jin et Mori pourraient revenir au tournoi. Cependant, Jin, Mori devrait vaincre l'un des commissaires dans une bataille qui aurait lieu le lendemain. La nuit arrivée, Jin et Mori racontèrent à ses amis sa dispute avec l'un des commissaires. De plus, il a reçu des fruits qui, selon Park Mujin, aideraient à retrouver de l'énergie. Ensuite, on voit Park Mujin discuter seul avec sa secrétaire. Et ce secrétariat est surpris que Mujin ait donné ses fruits à Jin, Mori. Puisque selon le secrétaire, un sage qui a scellé ses fruits a dit qu'il était trop tôt pour que quiconque puisse les manger. Et sachant cela, la secrétaire se demande ce qui arriverait à un humain ordinaire qui les mangerait. Déjà dans sa chambre, après avoir mangé le dernier fruit restant, Jin, Mori
Mori commença à cracher du sang puis il finit par s'évanouir. Après cet évanouissement, la scène passe au lendemain. Et pendant le combat du Daiwi contre un homme puissant, qui connaissait toutes les faiblesses des différents arts martiaux, le Daiwi perdait. Cependant, lorsqu'il se souvint de la phrase de son ami malade qui disait qu'il devait continuer à se battre pour survivre, le Daiwi a reçu un gaz pour se battre à nouveau. Et en utilisant ses techniques secrètes mêlées à une motivation sans faille, Daiwi a battu le gars et est devenu le vainqueur de la bataille. Après cette bataille, le présentateur dit que le combat du commissaire contre Jin Mori était sur le point de commencer. Et pendant que tout le monde se demandait où était Jin Mori et pourquoi il n'était pas encore monté sur le ring, Jin Mori était à la maison ayant des souvenirs étranges. Et quand Jin se réveille, Mori arrive au tournoi en quelques instants. Ainsi, avant le début de la bataille, le présentateur a déclaré que Jin et Mori auraient l'avantage de n'avoir qu'à renverser le commissaire pour gagner la bataille. Eh bien, ce n'est que lorsque la bataille a commencé que Jin et Mori ont éliminé le gars aux cheveux verts. Et même avec ce commissaire qui s'en prend à Jin Mori l'a facilement récupéré. En réponse, l'homme aux cheveux verts a déclaré que cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas mis en colère comme ça. Et de nulle part, un clown géant est sorti du corps. Puis, alors que Jin et Mori étaient sur le point d'être tués par ce clown, les autres commissaires ont réussi à retenir le type aux cheveux verts. Et après avoir confirmé la victoire de Jin Mori, Mujin se dit que Jin Mori ne pouvait être que ce petit tigre. Et qu'il était vraiment le Golden Boy de Tajin. Au début du fameux 4e épisode, il est montré qu'il ne restait plus que 4 participants. Et le premier combat des demi-finales sera entre Daiwi et Mira. Puis, pendant que Jin Mori rentrait chez lui avec ses amis, un gars au hasard est apparu de nulle part et sous ses yeux, il lui a proposé en mariage dans la rue. Ensuite, la scène se coupe et on voit la sœur de Mira demander quelle robe de mariée elle voulait. À ce moment-là, la sœur de Mira ne pouvait pas croire que Mira allait se marier avec l'homme reconnu pour être le plus fort et le plus charmant des magazines à potins. Et même si la sœur de Mira pensait que Mira se mariait par amour, Mira se souvenait de la deuxième tentative du gars pour commander et qu'elle n'a accepté que parce que le gars avait promis de l'aider à rétablir le dojo de sa famille. Et en voyant un peu l'ampleur, il est révélé qu'après la mort de son père, tout le monde a commencé à dire que le style lunaire de ce dojo était mort. Après tout, le seul héritier était une petite fille et personne ne voudrait apprendre d'elle. Et même avec l'oncle de Mira qui essaie d'enseigner le style lunaire, parce qu'il était très faible et qu'il était battu par tous les élèves du dojo ont fini par être bouleversés. Et quand elle se souvient de tout ça, Mira dit qu'elle faisait tout ça pour reconstruire le dojo. Puis, pendant que Jin Mori commandait une collation, il a entendu parler de Yoko Mira épousant le célèbre gars là-bas. Et sachant cela, il décida d'aller parler à Mira en personne. À ce moment-là, Jin et Mori ont demandé pourquoi Mira se mariait et abandonnait le tournoi. Et si elle avait abandonné son rêve de reconstruire le dojo. En réponse, Mira a déclaré qu'elle se mariait précisément pour reconstruire le dojo et a repoussé Jin et Mori. Puis, le temps passe et le jour du mariage de Mira arrive. Et voyant à quel point Mira faisait une idiote, son oncle est allé lui parler de la façon dont elle allait se marier et lui a demandé d'annuler le mariage. Cependant, Mira est apparue au même moment et a dit que son oncle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour elle et que même si elle n'aimait pas ce célèbre type, grâce à sa renommée, elle pourrait reconstruire le dojo familial et le style lunaire serait célèbre dans le monde entier. En entendant cela, la sœur de Mira est dévastée d'avoir été si idiote et de ne pas avoir réalisé que sa sœur souffrait de ce mariage. Sorti de nulle part, Jin Mori apparaît aux côtés de cette fille et après avoir appris tout ce qui se passait, il promet qu'il convaincra la cible de ne pas faire ça. Cependant, en arrivant à l'entrée du lieu où aurait lieu le mariage de Jin Mori a été arrêté par des gardes de sécurité qui ne voulaient pas le laisser entrer. Ensuite, la scène passe au mariage de Mira et on voit que ce type qui allait l'épouser. Il s'agissait en fait d'une secte qui voulait la légendaire épée de visée et la main capable d'utiliser le pouvoir de l'épée qui dans ce cas est la visée. Cela dit, grâce à l'aide du Daiwi Jin Mori parvient à entrer au mariage. Et voyant que les gardes avaient tout attrapé, le gars qui veut juste profiter de la cible se met très en colère et utilise une épée. Il attaque Jin Mori. Cependant, le Daiwi parvient à repousser cette attaque et dit à Jin et Mori d'aller parler à Mira et de la convaincre de ne pas faire cette chose stupide d'épouser ce type. Et quand Jin s'est approché de la cible, Mori a demandé si elle voulait vraiment reconstruire le dojo comme ça. Depuis, elle jetterait tous ses efforts à la poubelle. En réponse, Mira est devenue furieuse et a attaqué Jin Mori. Cependant, à ce moment-là, son oncle s'est mis face à un coup de poing. Et en parlant à Mira, son oncle dit que son père n'accepterait jamais ça. Sa sœur, quant à elle, dit que Mira devrait épouser quelqu'un qu'elle aime et qu'en faisant ce qu'elle fait, tout le monde souffrirait. Et après avoir entendu une phrase de Jin Mori qui lui rappelait une phrase similaire de son père, Mira a finalement renoncé à son mariage. À ce moment-là, le célèbre homme a révélé sa véritable personnalité et qu'il ne voulait que l'épée divine et son style. Et en utilisant un pouvoir surnaturel, le gars avait l'intention de tuer tout le monde là-bas. Cependant, Mira a réussi à battre facilement ce type en utilisant l'une de ses techniques d'épée. Déjà à l'extérieur du bâtiment où aurait lieu le mariage, Mira remercia Daiwi et Jin Mori pour tout ce qu'ils avaient fait. Et même si à ce moment-là, le célèbre type a mis le pied en montrant qu'il lui avait volé son épée, Mira n'a pas été perturbée et a déclaré que l'esprit de son père vivait avec elle. Et en voyant Mira s'amuser avec ses amis, son oncle était très heureux de la revoir sourire. Après tout ça, on voit Daiwi à l'hôpital et en voyant l'état de son ami, le gars est dévasté. Ensuite, la scène passe à Jin Mori arrivant en retard pour voir la bataille du Daiwi contre la cible. Cependant, en arrivant au tournoi, Jin et Mori ont vu le Daiwi battre Mira jusqu'à ce qu'elle saigne et s'évanouisse. Et visiblement, en voyant tout ça, Jin Mori était énervé. Et après
après avoir facilement battu un gars qui, par curiosité, combattait en utilisant le jiu-jitsu brésilien. Jin Mori est allé rendre visite à Mira et là, Mira lui a dit que la seule faute pour laquelle elle se blessait était elle-même, et qu'il y avait probablement une certaine motivation pour que les Daiwi se battent de manière agressive cette fois-ci. Cela dit, le temps passe et la finale du tournoi qui opposerait Jin Mori et Daiwi commence enfin. Et ce n'est que lorsque le présentateur a donné la permission aux deux de se battre qu'un combat effréné a commencé. Voyant cela, certains commissaires commencent à penser que Jin Mori et Daiwi étaient presque à égalité. Cependant, il y avait une petite différence chez l'un d'eux et sans compter qui était désavantagé. L'un des commissaires dit que bientôt, quelqu'un aurait des ennuis. À ce moment-là, les Daiwi commencèrent à attaquer violemment Jin Mori. En réponse, Jin Mori a dit qu'il ferait payer les Daiwi pour avoir fait ça à leur ami. Et après avoir esquivé une attaque, Jin Mori donna un coup puissant qui projeta le Daiwi et le laissa allonger sur le sol. Ensuite, Jin Mori tendit la main pour que le Daiwi se lève et continue le combat. Et avant de tenir la main de Jin Mori, le Daiwi dit qu'il n'avait même jamais considéré Jin Mori et Mira comme des amis. Et profitant de l'ouverture que Jin Mori a donnée pour lui tendre la main, le Daiwi a attaqué Jin Mori. Et peu de temps après, il avait déjà préparé une des techniques spéciales pour frapper Jin Mori. Pendant ce temps, à l'hôpital, Mira venait de sortir. Mais de nulle part, son bracelet s'est activé, indiquant que quelqu'un était traité par une technologie de guérison spéciale. Et en allant vérifier qui était soigné, le but a trouvé l'ami de Daiwi presque mourant. Revenant au combat, pendant que le Daiwi battait Jin Mori, il est révélé que Park Mujin avait dit que si Daiwi gagnait le tournoi, son ami pourrait être soigné avec la technologie du bracelet. Cependant, cela ne servait à rien au Daiwi car au moment où il remporterait le tournoi, il serait trop tard. Et à cause de cela, Park Mujin a conclu un accord selon lequel si les Daiwi anéantissaient complètement leurs adversaires en demi-finale et en finale, il prendrait soin de l'ami de Daiwi. Bref, c'était pour ça que le Daiwi écrasait Jin Mori. Ainsi, après que le Daiwi ait appliqué son coup le plus puissant et renversé Jin Mori complètement, Park Mujin est apparu et a dit à Daiwi que son ami avait été traîné. Et après avoir été complètement dévasté par l'information, le Daiwi avait déjà plus de raisons de se battre et il vient donc d'être battu par Jin Mori. Sorti de nulle part, la cible a crié et a interrompu le combat entre les deux. Et en s'approchant du Daiwi, Mira lui remit la lettre que son ami avait écrite dans ses derniers instants de vie. Et quand il a lu cette lettre qui disait pour l'instant, il devrait vivre une vie heureuse et pour ses propres objectifs, le Daiwi s'excita à nouveau et alors, lui, Jin et Mori commencèrent un combat acharné. Namoral, vraiment en colère. À ce moment, Jin Mori reconnut que le Daiwi était vraiment quelqu'un de très puissant. Et en utilisant une nouvelle technique développée par lui-même, Jin Mori lança une puissante attaque contre le Daiwi. Voyant que le Daiwi est resté debout même après avoir été attaqué, Park Mujin dit qu'il n'avait pas seulement un petit tigre et que le Daiwi était aussi un. Cependant, peu de temps après, le Daiwi perdit ses forces et tomba, ainsi donnant la victoire à Jin Mori. Et après Jin Mori a soulevé le Daiwi et a dit que le Daiwi était vraiment son ami. Tout le monde a applaudi cette bataille acharnée et son résultat passionnant. Ailleurs, on voit le grand-père de Tajin entouré par la secte appelée Nox. Et j'essaie d'être convaincu de rejoindre la secte. Cependant, il ne l'accepte pas et c'est pour ça que les gars disent qu'ils allaient tuer Tajin. La scène se coupe ensuite et on voit une publicité télévisée montrant que les étapes régionales du tournoi sont terminées. Et bientôt, le véritable tournoi national allait commencer. Et comme la règle a été modifiée, les 3 premiers de chaque région se qualifieraient pour combattre dans ce tournoi dans un combat à 3 contre 3. Et dans le but de lutter contre le gars avec l'art martial brésilien pour concourir pour la 3e place du tournoi. Le but l'emporte évidemment car en plus d'être l'un des protagonistes, le gars était brésilien. Et brésilien, en plus de se faire baiser dans la vraie vie, il se fait aussi baiser dans les animes. Lors de la réunion des commissaires avec Park Mujin, Mujin a déclaré qu'il n'y avait aucun doute que l'un des participants avait les qualités d'une clé. Pas une vraie clé mais un pouvoir rare qu'il voulait. Et c'est pourquoi il y a eu ce changement dans les règles pour inclure 2 participants supplémentaires de chaque région dans le tournoi. À ce moment-là, les commissaires ont commencé à discuter de la question de savoir si NOX commençait à se déplacer, puisqu'ils avaient même volé les PDL. Et comment Park Mujin savait-il que les Nox augmenteraient encore plus leurs attaques lorsque le tournoi national commencerait? Il dit qu'il a invoqué les mages appelés les Si. Et après avoir observé Jin Mori, l'un de ses sages dit à Mujin qu'il avait vu le potentiel du protagoniste et qu'il était prêt à faire de Jin Mori son disciple. Et pas seulement ça. Comment le sage mourait d'envie de voir la réaction de Tajin quand il a découvert qu'il entraînait son petit-fils. Ainsi, la scène remonte au combat de Tajin et on voit qu'en utilisant sa force écrasante, il a facilement battu les gars de la secte. Cependant, l'un des chefs de cette secte a invoqué une gigantesque épée dans le ciel et l'a lancée directement sur Tajin. Revenant à l'heure actuelle, Park Mujin est allé parler à Daiwi et lui a demandé si le gars avait encore la volonté de se battre après la mort de son ami. En réponse, le Daiwi dit oui car il voulait maintenant se battre pour lui-même. Et après avoir dit cela, le Daiwi décida de poser également une question à Mujin. Eh bien, le Daiwi avait remarqué un pouvoir étrange lors de ce tournoi et il voulait savoir de quoi il s'agissait. En réponse, Mujin lui dit que c'était quelque chose appelé Charyuk, qui est essentiellement la capacité d'extraire le pouvoir des divinités. Et cette puissance extraite a été calculée par le bracelet grâce au sigle GP. Et au fond, le dieu du tournoi au lycée était justement d'améliorer les gens avec la capacité d'utiliser le Charyuk. Et après que le Daiwi ait dit cela à Jin Mori a dit que la plupart des autres auraient probablement ce pouvoir. À Jin Mori a répondu que cela n'avait pas d'importance et qu'il voulait juste pouvoir combattre des gens forts. Cela
Cela dit, un peu de temps passe et le tournoi national commence et cette fois, c'est un autre présentateur qui présente le tournoi. Et la réponse à cette question était que Nox avait traîné l'autre présentateur vers le haut. Dans un autre endroit, un des commissaires avait été tué par un des membres de cette secte. Et pour avoir tué l'un des commissaires les plus forts du tournoi, le membre de la secte était super content. Puis, de retour au tournoi, la bataille du trio Jin Mori contre un autre trio a commencé. Ainsi, comme Jin Mori était confiant dans ses nouvelles capacités, il décida d'être le premier à se battre. Et face à son adversaire, Jin Mori révéla qu'il possédait une nouvelle compétence d'amélioration du corps qu'il avait apprise du sage. Cependant, Jin Mori a mal utilisé la technique et, par conséquent, il a été incapable de bouger son corps et a perdu le combat. Et puisqu'à accent grave ce stade du tournoi, si le trio perdait 2 fois, il serait automatiquement éliminé. Mira et Daiwi sont inquiets et bien c'est Daiwi qui a décidé de se battre lundi. À ce moment-là, le présentateur a présenté le gars que Daiwi combattrait. Et quand ils ont découvert que ce petit bonhomme avait 38 ans, tout le monde n'a pas compris comment il pouvait y avoir un lycéen à cet âge. Ensuite, la scène se coupe et on voit que le commissaire qui était censé être mort n'était pas mort du tout. Et à l'aide de son chariuk, il a déjà coupé le bras du visage de la secte. De retour au combat, le Daiwi battait l'homme de 38 ans. Cependant, après un flashback très hors de propos sur ce type qui n'abandonne jamais, il invoque son marteau chariuk et attaque immédiatement le Daiwi. Cependant, cela ne suffisait pas à blesser le Daiwi et grâce à sa technique secrète, le Daiwi finit par gagner la bataille. Alors, pendant que le commissaire massacrait le petit bonhomme de la secte et affrontait 2 autres petits bonhommes qui venaient de finir, la bataille de Mira avec une autre épéiste a commencé. Et comme la visée de la technique du sabre est bien inférieure, son adversaire a déjà commencé à invoquer chariuk pour correspondre. Cependant, sa visée était devenue un peu plus forte et grâce à une nouvelle technique de style lunaire, elle réussit à battre son adversaire. Pendant la bagarre entre le commissaire, lui et l'autre commissaire qui s'était présenté pour aider massacrer complètement leurs ennemis et à cause de ça, les gars ont mis le pied dedans. Pourtant, ils ont laissé derrière eux les plus inutiles et sont morts de rage d'être laissés pour compte. Le petit bonhomme de la secte a utilisé un pouvoir secret et s'est fait exploser sur place. Finalement, les 2 agents de bord n'ont pas été blessés par l'explosion. Et de retour au tournoi, 2 autres groupes étaient sur le point de s'affronter. Et dès le début, le garçon qui était l'héritier d'une entreprise très importante au Japon dit qu'il ne perdrait pas son adversaire. Mais ce n'est que lorsque le combat a commencé que le type appelé Jung Taek a facilement vaincu l'héritier. Et alors qu'il battait la servante de cet héritier, le Daiwi est allé le confronter. À ce moment, profitant de la distraction de Taek, l'héritier utilisa son chariuk pour vaincre Taek. Mais encore une fois, cela n'a servi à rien et Taek a écrasé le gars avec son chariuk. Dans un autre combat, un gars appelé par Ilpyo faisait face à un gars qui avait un chariuk très puissant. Puis, en utilisant uniquement les arts martiaux, Ilpyo réussit à vaincre son adversaire. Et tandis que Jin, les amis de Mori étaient surpris par la force de l'Ilpyo, Jin Mori se concentrait sur le cas de cet Ilpyo. Tout cela parce que l'imprimé sur le manteau du gars était le même que celui du grand-père de Tajin. Après cela, le trio de protagonistes a pensé qu'il fallait bientôt réveiller ce chariuk. Autrement, il serait très difficile de lutter contre ses puissants adversaires. Cependant, Jin Mori dit qu'il n'avait pas besoin d'emprunter le pouvoir d'un dieu et qu'il serait fort par lui-même. Et après Jin Mori est parti sans rien dire, Mira et Daiwi leur ont dit que Jin Mori était comme ça depuis le dernier jour. Eh bien, Jin Mori était comme ça parce que Mujin a rapporté qu'ils avaient attaqué Tajin il y a quelques jours. Et comme il y avait beaucoup de sang de Tajin dans la scène de combat, Mujin a dit qu'il y avait de fortes chances que le grand-père de Jin Mori soit mort. Après s'être souvenu de cela, Jin Mori se retrouva seul à réfléchir sur une place. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, le gars Ilpyo soit apparu et avant même de le présenter à Jin Mori, Ilpyo a attaqué Jin Mori. Et après Jin Mori était vraiment fort, Ilpyo a montré le symbole du manteau et que ce manteau était une façon de le montrer pour Tajin. Ainsi, l'anime remonte à 14 ans en arrière. Et en voyant l'histoire d'Ilpyo, il est révélé qu'après la mort de son père, il a été abandonné par sa mère et laissé dans un dojo d'arts martiaux. Puis, un jour, le grand-père de Jin Mori est apparu et a dit qu'il était un vieil ami du grand-père d'Ilpyo. À ce moment, Tajin remit le livre que le grand-père d'Ilpyo avait laissé. Et en gros, dans ce livre se trouvaient les techniques de combat secrètes que le grand-père d'Ilpyo a passé des années à développer. Ainsi, après avoir donné ce livre à Ilpyo, Tajin a dit à Ilpyo de devenir un grand homme dans le futur. Et c'est avec ces mots qu'Ilpyo fut motivé à continuer à vivre et pour cela, il était très reconnaissant envers le grand-père de Jin Mori. Sorti de nulle part, Jin et Mori manquent d'être assommés grâce à une attaque de Taek. Cependant, il fut sauvé par Ilpyo qui demanda à Taek de ne pas exprimer sa haine envers Jin Mori. Et après le départ de Taek et Ilpyo, Jin et Mori étaient sous le choc car ils ne pouvaient même pas réagir et que s'ils continuaient comme ça, ils ne gagneraient jamais le tournoi. Un peu plus tard, nous voyons le commissaire Q suppliant d'essayer d'obtenir une pièce de monnaie. Et voyant la situation du commissaire, le Daiwi lui donna à manger. Donc, le Daiwi dit qu'il donnerait à manger à ce type mais en retour, le juge devrait aider le Daiwi à utiliser le chariuk. Et le Daiwi voulait être plus fort pour pouvoir battre Jin Mori un jour et aussi pour aider Jin Mori avec ses problèmes. Plus tard, Mira et Daiwi reçoivent un message sur leur bracelet. Et pendant que Jin Mori était à la maison, se souvenant du jour où son grand-père est arrivé et lui a dit que ce jour était son anniversaire. Mira et Daiwi sont apparus de nulle part pour féliciter Jin et Mori. Et puis, après qu'ils eurent tous les trois une folle fête, Jin Mori arrive à la conclusion que son grand-père avait raison et qu'avoir des amis était la meilleure chose qu'une personne puisse avoir. Et à la fin de cet épisode, Jin Mori
reçu une lettre montrant que Nox prenait son grand-père en otage. Et parce que Jin et Mori ont disparu pendant le tournoi, les Daiwi et Mira ont paniqué. Tout cela parce que Daiwi a été suspendue pour avoir interrompu le combat de Taek la dernière fois. Et comme elle n'avait pour le moment que le but de se battre, et même si elle gagnait, il ne laisserait personne d'autre se battre. En d'autres termes, il serait éliminé. Sachant cela, le Daiwi partit chercher Jin, Mori alors que la cible allait se battre. Puis, dans le combat contre le bodybuildé, ce bodybuildé a montré qu'il avait l'épée à viser qui avait été volée. Non seulement cela, mais le bodybuildé a montré la véritable forme de l'épée et que cette épée était considérée comme un trésor national. Et puisque l'épée avait reconnu ce bodybuildé comme son propriétaire, peu importe si la visée la reprenait, l'épée revenait toujours au bodybuildé. Donc, on voit que Jin, Mori a finalement retrouvé son grand-père, mais en fait, ce n'était pas son grand-père, mais une bombe qui a fait exploser tout le bâtiment où se trouvaient Jin et Mori. À ce moment-là, le propriétaire de la bombe est apparu et a cru qu'il avait tué Jin, Mori. Cependant, Jin, Mori ont réussi à se relever et à cause de cela, le méchant a utilisé son chariot qui a fait un tas de clones de lui-même. Et après avoir été jeté au premier étage par ses clones, et découvrant que Nox avait tué les vrais adversaires du tournoi et volé leur apparence, Jin, Mori était furieux. Et à cause de cela, Jin, Mori décide d'activer l'amélioration corporelle qu'il a apprise du sage pour battre le gars. Retour au combat sur cible, on voit que le bodybuild débattait complètement la cible. Ainsi, totalement vaincue, Mira se dit qu'elle n'abandonnerait pas et parlant à une personne mystérieuse au fond de son âme, qui était en fait le guerrier légendaire nommé Lubu. Mira a finalement réveillé son Chariuk, non seulement ça, mais elle a réussi à récupérer son épée légendaire. De cette façon, le combat entre elle et le bodybuilder s'intensifie, mais celui qui sort vainqueur est la cible. Puis, alors que le but était sur le point de tomber, Jin et Mori apparurent et la retinrent par les genoux. Et énervé contre cette secte, Jin, Mori a asséné une série de coups à son adversaire, de la même manière qu'il l'a fait avec le gars Claude. Cependant, ce gars qu'il combattait maintenant était un peu plus fort et à cause de cela, Jin, Mori utilisait une compétence encore plus forte. Et en voyant ce combat, les sages qui surveillaient tout reconnurent que Jin, Mori était un vrai tigre comme Tajin. Au début du 10e épisode de cet anime, la motivation d'Ilpio pour combattre dans ce tournoi est montrée. Et en gros, un de ses amis qui était combattant avait été blessé par Jegal Taek. Évidemment, Ilpio l'a battu à ce moment-là, mais quand même, son ami avait un problème à la jambe et ne pouvait plus pratiquer les arts martiaux. Et pour la guérir, Ilpio et le cousin de cette fille sont entrés dans le tournoi. Dans le présent, le cousin de cette fille demande si Ilpio serait capable de se battre sérieusement avec Jin Mori. En réponse, Ilpio dit que la chose la plus importante était de sauver son ami et que le reste n'avait pas d'importance et à cause de cela, il se battrait avec tout ce qu'il avait contre Jin Mori. Dans un autre endroit, Taek parlait à Nox et bien qu'il ait été allié avec eux pendant un moment. Le gars révèle qu'il n'était intéressé que par la clé et c'est pourquoi il tue le clone en utilisant son chariot. Le lendemain, les demi-finales du tournoi commencent enfin. Et la bataille se déroulerait entre le trio de protagonistes contre le groupe d'Ilpio. Alors Daiwi demande à être le premier à se battre. Et lorsqu'il reçut un coup en pleine oreille de son adversaire, le Daiwi perdit une bonne partie de son équilibre. Profitant de cette opportunité, l'adversaire remonta et donna un puissant coup de pied au Daiwi. Puis, alors qu'il se faisait attaquer, le Daiwi finit par se rappeler ce que son groupe avait avec le Park Mujin. Et dans cette conversation, Park Mujin a révélé que les Nox sont une secte qui n'accepte pas l'existence d'autre dieu que celui qu'ils suivent. Et à cause de cela, ils avaient l'intention de tuer tous les autres utilisateurs de Chariuk qui utilisaient le pouvoir de ces dieux. Non seulement cela, mais Nox voulait utiliser le pouvoir de Jin Tajin en leur faveur dans ce plan. Et quand Jin Mori est allé dire qu'il aiderait son grand-père, Jin Mori a répondu qu'il était très faible et qu'à cause de cela, il ne donnerait pas d'informations à Jin Mori. Cependant, si Jin Mori et leurs amis remportent le tournoi et se révèlent vraiment forts, Mujin leur permettrait d'aider. En se souvenant de cela, le Daiwi a finalement activé son Chariuk et avec la force de ce Chariuk, il a réussi à gagner le combat. Une fois cela fait, le Daiwi se rendit vers Jin Mori et face aux protagonistes. Daiwi a dit qu'il formait un trio et c'est pourquoi Jin et Mori devraient aussi le dire à leurs amis. Pendant ce temps, l'ami d'Ilpio est apparu au tournoi et a parlé au gars. Elle dit qu'il ne devrait pas être pour elle mais plutôt s'amuser à se battre pour lui-même car c'est ça être un véritable artiste martial. En entendant cela, Ilpio était motivé pour se battre sans avoir un poids sur le dos et alors qu'il se dirigeait vers le ring. Park Mujin venait de rencontrer l'un des dirigeants Nox. Là, ce leader dit que la clé était probablement parmi les combattants du tournoi. Et comme l'existence de cette clé menaçait le dieu de Nox, Nox allait attaquer le tournoi à ce moment précis. Puis, sorti de nulle part, ce leader invoque une épée super géante pour attaquer le tournoi. Et pendant que Mujin faisait tout pour arrêter ce pouvoir, Jin, la bataille de Mori contre Ilpio a commencé. Ainsi, au début de la bataille, Ilpio a montré toutes les faiblesses de Jin Mori et l'a complètement battu. Et après Jin Mori tomba un instant, le chef de la secte qui ne pouvait pas utiliser son pouvoir à cause de Mujin activait une autre compétence qui rendait l'épée encore plus puissante. Quant à Jin Mori, grâce aux paroles d'Ilpio, comprit qu'il lui faudrait trouver un moyen de compenser ses faiblesses. Et la réponse à cela était d'activer le mode copie et d'utiliser les capacités de Mira et Daiwi pour compenser leurs faiblesses. Ainsi, la bataille s'intensifia encore plus et tandis que les commissaires et l'un des sages faisaient face aux Nox, Jin Mori a appris une nouvelle compétence et en utilisant cette technique dans une scène épique. Jin Mori a vaincu Ilippo au même moment où le sage a détruit l'épée Nox géante. Cependant, Ilpio n'avait pas abandonné et activé son légendaire Chariuk de renard à 9 queues. Mujin et le chef de la secte ont réagi
réalisé que la clé avait été libérée. En voyant l'histoire du renard à 9 queues, il est démontré que c'était un renard légendaire qui servait le dieu des cieux. Cependant, le pouvoir du renard devint craint de Dieu lui-même et il ordonna donc l'exécution du renard. Puis, furieux de cette trahison, le renard utilisa son pouvoir pour détruire la moitié des cieux. Et après être allé atterrir, le renard tomba dans un profond sommeil en jurant de se venger des dieux. En voyant que le pouvoir éveillé était le renard à 9 queues, le chef des Nox dit qu'elle avait assez de pouvoir pour détruire la moitié du ciel et que c'était clairement une menace pour son dieu. Alors cette fois, il veillerait à ce que le renard le chouchoute pour toujours. Cependant, Mugin l'avertit qu'il était là et que c'est pourquoi il ne laisserait pas le chef s'échapper. Cela dit, Jin Mori est allé affronter Ilpio, mais comme il était si puissant sous cette forme, le gars n'a même pas senti les coups de Jin Mori et avec un seul coup de poing, Ilpio a réussi à mettre Jin Mori à genoux. Cependant, pas même une minute ne s'est écoulée et Ilpio a commencé à avoir mal parce qu'il utilisait ce pouvoir. De cette façon, Jin Mori montrait toujours qu'il n'avait pas abandonné le combat et la bataille s'intensifia encore plus. Et au moment où Ilpio a utilisé son attaque la plus puissante et l'a lancée vers Jin Mori ont eu quelques aperçus de vieux souvenirs et à ce moment-là, Jin Mori a réveillé un sentiment surréaliste qui a même laissé le ciel exposé. Puis, d'un coup qui projeta Ilpio vers le ciel le plus haut puis le frappa avec une main géante. Jin et Mori sont sortis vainqueurs. En voyant que les 9 queues avaient perdu, le chef Nox fut surpris et s'enfuit donc du tournoi. Après que Jin ait gagné la bataille, Mori est allé parler seul avec Ilpio pour lui parler de la situation de son grand-père. Puis, comme Jin Mori a dû battre Taek pour obtenir des informations, il avait peur. Depuis la dernière fois, il avait failli mourir sans même réagir. À ce moment-là, Ilpio a réconforté Jin Mori et lui a dit que Jin Mori était beaucoup plus fort. Et pas seulement ça, Ilpio considérait désormais Jin Mori comme un jeune frère. De l'autre côté de l'écran, on voit Taek face au garçon héritier qui, grâce à un pouvoir mystérieux, était en train de devenir un démon. Et comme ce type était bien plus fort et doté d'un pouvoir démoniaque, Taek avait du mal à le battre. Cependant, lorsque la servante du garçon mi-démon est apparue, Taek en a profité et l'a utilisé comme appât pour attaquer le gars. Malgré cela, le garçon n'est pas mort et, pour aggraver les choses, il a absorbé la servante pour devenir encore plus puissant. Sorti de nulle part, le démon a envahi la chambre de l'infirmière et a attaqué Ilpio. Cependant, Taek a attaqué le démon et lui a dit qu'Ilpio était sa proie. Puis, à l'aide de son chariot, Taek tua le garçon devenu démon. Mais comme les amis d'Ilpio étaient piégés dans le corps du démon au moment de l'attaque, ils ont également subi l'attaque et en conséquence, l'un a perdu son bras et l'autre sa jambe. Voyant cela, Ilpio se mit complètement en colère contre Taek. Et tandis que le chef Nox envahissait le bâtiment avec une immense armée de démons et une gigantesque invocation de Bouddha, Ilpio a activé son chariot et a battu Taek. En regardant le passé de Taek, il est démontré qu'il a été vendu par sa mère. Et apparemment, chaque enfant de cet anime a été abandonné par un parent ou quelque chose comme ça. Ainsi, après avoir été vendu à une famille et avoir eu un père arrogant, Jegal Taek a appris que le pouvoir était tout ce qui comptait, quel qu'en soit le prix. Et en se souvenant de cette philosophie, Taek a utilisé un chariot encore plus puissant. Et en utilisant ce chariot pour voler la clé d'Ilpio, Taek était sur le point de la dévorer et d'acquérir plus de pouvoir. Cependant, il n'était pas le seul à vouloir ce pouvoir et à cause de cela, un combat pour obtenir la clé a commencé et avec de la chance, Jin Mori ont fini par l'obtenir. Pendant ce temps, les armées de tous les pays lançaient des centaines de bombes vers le Japon pour vaincre la puissance gigantesque du dieu antique invoqué par les Nox. Sorti de nulle part, la scène se coupe et nous voyons que tout le groupe de combattants du tournoi s'est retrouvé dans un endroit différent de celui. Puis il trouva Daiwi et Mira complètement vaincus et Taek se moqua d'avoir fait ça. Et quand on demande pourquoi Jegal Taek fait ça, Taek a juste répondu qu'Ilpio et les autres étaient des perdants et qu'en tant que vainqueur, il avait le droit de faire n'importe quoi. Et pendant que Jin Mori combattait Taek, les généraux de la ville où allaient exploser les bombes furent téléportés dans une région en dehors de la ville. Ensuite, le sage responsable de cela est apparu devant le chef Nox. Et en utilisant un incroyable pouvoir alchimique, il a fusionné toutes les bombes en une seule et a même invoqué un météore. Et avec ce pouvoir légendaire, le sage a attaqué l'ancien dieu juste là. À ce moment-là, Jin Mori et Taek ont fini par retourner dans le monde normal. Et profitant de la distraction de Jin Mori, Taek a volé la clé et est devenu un être divin. À ce moment-là, Taek commença à attaquer violemment le trio de protagonistes. Et alors qu'il était sur le point de tuer Mira et Jin Mori, le Daiwi s'est avancé et a pris le coup à leur place. Voyant cela, Jin et Mori ont recommencé à avoir des souvenirs de souvenirs perdus. Mais cette fois, il se souvint de l'époque où il était un être divin, qui dans ce cas est le roi singe lui-même. Ainsi, en invoquant une partie de son pouvoir divin, Jin Mori entame un combat acharné contre Taek. Combat surréaliste vraiment dur à cuire, je vais vous le dire. Puis, avec son pouvoir divin et motivé à se venger de Taek, Jin Mori l'a battu. Ensuite, le Jin Mori créa un nuage qui recouvrit tout le pays de Corée et avec ce nuage, il remplit le Taek d'éclairs divins. Voyant cela, Park Mujin réalisa que le pouvoir de Jin Mori n'était pas emprunté et qu'à ce moment-là, Jin Mori était lui-même un dieu incarné. Cela dit, après avoir été complètement vaincu par Jin Mori, Taek s'est transformé en une créature hideuse et laide. Par conséquent, comme Jin Mori n'avait plus la force d'utiliser ses pouvoirs divins, ses amis l'ont arrêté et lui ont dit qu'il devait faire confiance à ses amis. À ce moment-là, ils se sont tous réunis pour affronter Taek avec une bande-son géniale. Et en utilisant un coup de son art martial, Jin Mori finit finalement le Taek. À ce moment, une femme apparut au groupe de combattants et prétendait être l'ancêtre de la race humaine et la femme sage chargée d'exaucer le
vœu du vainqueur du tournoi. Et pendant un instant, Jin Mori pensa à demander à retrouver son grand-père. Mais en voyant l'état des amis d'Ilpio, Jin Mori décida de demander à la sage-femme de guérir tous ceux qui avaient été impliqués dans le combat. Ainsi, après avoir fait cela, la femme sage est restée sous la forme d'un enfant et a révélé que malgré sa faible présence, Jin Tajin était vivant. Nous voyons donc que Park Mujin sait que le monde va changer à partir de maintenant et qu'il doit remporter les élections du pays pour prendre les prochaines mesures. Ainsi, à la fin de ce dernier épisode, on voit qu'Ilpio a remporté la mission de restaurer les fragments clés. Et au fond, ces clés avaient le pouvoir de briser le tabou et permettaient aux humains de tuer des dieux. Jin Mori ne se souvient pas de sa vie de dieu grâce à ses souvenirs scellés. Et pour cette raison, Jin Mori et leurs deux amis décident de se rendre dans la ville natale de la légende du roi singe pour en savoir plus sur Jin Mori. C'est ainsi que la première saison, quand la deuxième sortira, je la résumerai ici sur la chaîne. Laisse un like et abonne-toi.